Quel est l'impact du Covid-19 sur les entreprises et les entrepreneurs en général? Eh bien, c'est le sujet qu'on va évoquer ce soir, le Covid-19 aux prises avec les entrepreneurs. Nous allons, pour en parler, recevoir ce soir Ismaël Tanko, chef d'entreprise. Il est celui qui est donc à l'origine des purées et concentrés de tomates appelés Tanko Timati. Ismaël Tanko, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Alors, est-ce que, d'abord, sur un plan purement personnel, cette crise de Covid-19 a affecté vos entreprises? Oui, je dirais que oui. Le Covid-19 a affecté nos entreprises. Nous sommes dans plusieurs domaines. Dans certains domaines, disons que l'impact négatif n'est pas trop fort, mais dans d'autres domaines, l'impact négatif est très fort. Donc oui, on a été affecté. Alors, vous avez été affecté, mais vous l'avez dit, c'est pas trop fort sur certains domaines, sur d'autres, c'est trop fort. Quels sont les domaines qui ont été les plus touchés? Je dirais que les domaines qui ont été les plus touchés, c'est l'hôtellerie, où vous n'avez plus aucun client, 0. Donc tout le monde est à la maison, vous fermez provisoirement vos portes, quoi. Tout ce qui est distribution de terrain aussi est complètement à terre. Nous, il y a certains de nos produits que nous distribuons en général par des vendeurs et des vendeuses ambulants, des promoteurs marketing ambulants et toutes ces activités-là, elles sont à l'arrêt parce que tout le monde a peur, aussi bien les promoteurs qui doivent aller vers le client que le client vers lequel on va. Donc, ce qui fait que ce genre d'activité est complètement à l'arrêt. Quand on est entrepreneur jeune ou même entrepreneur confirmé, c'est pas les genres de chocs auxquels on est préparé? En général, on n'est pas toujours préparé à ce genre de choc parce que ça, c'est quand même un gros choc. C'est quand même un gros choc et on n'est pas toujours préparé à ce genre de choc-là. Maintenant, après, il faut pouvoir avoir la capacité de se retourner. Et c'est ça aussi qui fait de vous un bon entrepreneur, un bon leader, un bon manager. Est-ce qu'il est possible que vous puissiez résister? Je pense que oui. On pourra résister pour certaines activités. Pour d'autres, ça va être plus difficile. Mais je pense que on fera avec parce que de toute manière, il y a certaines mesures d'accompagnement que l'État a mis en place. On verra pour celles qui ne pourront pas résister, comment est-ce qu'on pourra éventuellement bénéficier des mesures d'accompagnement de l'État. On va parler des mesures d'accompagnement tout à l'heure, mais ne soyons pas hypocrites. Il y a des entreprises qui vont disparaître? Oui, c'est clair qu'il y a des entreprises qui vont disparaître, c'est clair. Aujourd'hui, quand vous prenez le secteur de l'événementiel, vous prenez le secteur des loisirs, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune activité. On ne sait pas combien de temps va durer la crise. Si la crise dure 3 mois, on dira encore ça va. Mais si ça dure plus que 3 mois, les petites entreprises, les jeunes entrepreneurs qui viennent de s'installer, qui ont démarré leur activité et qui ont par exemple des charges incompressibles, mais qui n'ont plus aucune recette, ça va être très compliqué pour eux. Vous prenez un petit crédit, je ne sais pas, 2 millions, 2,5 millions, de 2 millions, vous achetez des machines, vous mettez, vous louez un local. Vous avez du personnel et puis vous tombez dans cette crise-là, vous ne produisez rien, mais vous devez payer les salaires, vous devez payer le local. En fin de compte, si vous n'avez pas un accompagnement derrière de l'État ou d'un mécanisme de l'État, vous risquez de fermer boutique si vous n'êtes pas fort mentalement aussi, quoi. C'est-à-dire, tout est dans le mental à l'heure actuelle? Oui, je pense que c'est vraiment dans le mental, mais c'est aussi dans la capacité d'anticipation et la capacité de retournement, je dirais. Il faut pouvoir se dire comment je gère l'étape actuelle, ne pas paniquer, ne pas s'affoler, voir comment je gère l'étape actuelle, mais surtout comment je fais après Covid pour pouvoir me retourner et pour pouvoir continuer mon activité, quoi. C'est possible de ne pas flancher mentalement actuellement quand, par exemple, vous avez évoqué les charges incompressibles, vous avez le loyer qui est là. De toute façon, le propriétaire de votre boutique, lui, il a aussi besoin de l'argent pour vivre. Vous avez les dettes que vous devez payer.
Est-ce qu'il est possible d'être mentalement fort face à ça? De toute façon, il n'y a pas de rentrée, on ne peut pas payer. Oui, je pense que justement, c'est là qu'il faut faire preuve d'une certaine capacité de négociation. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a Covid et qu'à cause du Covid, pratiquement toutes les entreprises ou toutes les activités sont au ralenti, voire à l'arrêt. Donc, je dirais que pour votre propriétaire, vous allez le voir, vous négociez avec lui. De toute manière, si vous n'arrivez pas à payer le loyer pendant 1 mois, 2 mois, je doute que votre propriétaire vous demande de sortir. Puisqu'en général, pour intégrer un local, vous devez verser une certaine avance. Voilà, donc en général, c'est 6 mois. Parfois, ça va à 12 mois. Donc, vous pouvez négocier avec le propriétaire. OK, est-ce que je peux brûler 3 mois? Est-ce que je peux brûler 6 mois? Après, je vais reconstituer. Donc, il y a des options de négociation comme ça que vous pouvez faire. Avec le personnel, vous pouvez aussi faire une négociation. Vous pouvez demander au personnel, si vraiment il n'y a aucune activité à faire, que le personnel reste à la maison, mais au moins que vous fassiez un geste pour pouvoir, même si ce n'est pas les 100% du salaire que vous allez leur verser quand ils sont à la maison, vous versez quand même une certaine partie qui leur permet, malgré qu'ils sont à la maison, de pouvoir s'en sortir. Donc, il faut vraiment faire appel à des capacités de négociation pour envisager les choses. Maintenant, il y a certains domaines dans lesquels c'est extrêmement compliqué. Oui. De toute façon, l'impact, on ne peut pas le mesurer maintenant. Il faut attendre la fin pour pouvoir le mesurer. Bon, disons que je dirais oui. Il y a certaines choses qui se mesurent déjà. Quand vous prenez tous les hôtels du Togo, je suis persuadé qu'ils ne font même pas 10% de remplissage aujourd'hui. Donc, c'est clair pour eux, ils connaissent leurs charges, ils savent quel est l'impact sur les 3 prochains mois. Mais le gros impact, en fait, c'est de savoir à quand la reprise. Est-ce que si on déclare, moi je ne sais pas, dans 3 mois que Covid est fini, est-ce que automatiquement les touristes vont recommencer à venir? Est-ce que automatiquement les conférences vont recommencer à se faire? Tout ça, c'est bien après Covid qu'on pourra évaluer cet impact-là. Il y a eu, et vous avez commencé par l'évoquer, les mesures d'accompagnement du gouvernement. Quelles ont été ces mesures-là, de façon concrète? Ok, de façon concrète, le chef de l'État a annoncé un certain nombre de mesures généralistes qui sont en train d'être précisées par les différents ministères. Mais aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez la CNSS, la CNSS a suspendu tout ce qui est pénalité, majoration, quand vous êtes en retard de paiement. Donc, je pense que c'est pendant 3 mois, une entreprise qui ne paye pas ou qui ne va pas payer ses parts patronales à la CNSS n'aura pas de pénalité de retard. Quand vous prenez l'OTR aussi, tout ce qui est mesure de recouvrement, pénalité de retard et tout ça a été suspendu. Donc ça, c'est impôts et sécurité sociale. Mais au-delà de ça, le chef de l'État a été clair. Il a dit qu'ils sont prêts à examiner au cas par cas les situations des entreprises. Donc, ça veut dire que vous pouvez ne pas vous retrouver dans ces mesures CNSS, OTR là, où on peut se dire que bon, ce n'est pas significatif en tant que tel, mais si vous avez un problème, vous pouvez vous approcher de l'autorité fiscale pour qu'on examine votre situation vraiment au cas par cas. Alors, au-delà de ça, il y a les entreprises qui sont dans le domaine de l'agriculture, de l'agro-business en général. C'est compliqué actuellement de circuler. Lomé est bouclé, Sokodé est bouclé, je pense que Tchévier aussi. Donc c'est compliqué de circuler à travers les différentes villes, mais le gouvernement a quand même pris les mesures, les dispositions pour que les entreprises qui en ont vraiment besoin puissent disposer d'autorisation spéciale de circulation. Donc vous pouvez faire une demande, par exemple, soit au ministère de l'Agriculture, ou vous faites la demande directement au ministère de la Sécurité. Et donc, on vous délivre une autorisation spéciale qui vous permet de circuler. Si, par exemple, vous avez des récoltes au nord que vous devez aller prendre pour alimenter votre usine, vous pouvez aller chercher ces récoltes-là avec cette autorisation spéciale de circuler. Donc, c'est un peu ça les mesures qui ont été prises pour le moment. Mais je dirais que en tant qu'entrepreneur, jeune ou pas jeune, chef d'entreprise en général, on ne doit pas juste regarder les mesures qui ont été annoncées. Parce que l'élément le plus important, à mon sens, dans ces mesures, c'est que le chef de l'État a dit qu'ils sont prêts à examiner les situations au cas par cas. Beaucoup d'entreprises ne se retrouvent pas ou vont se dire qu'elles ne sont pas avantagées par les mesures qui ont été prises. Je discutais avec un ami qui est chef d'entreprise aussi et qui est dans l'événementiel.
qui m'a dit que la majorité de son chiffre d'affaires, lui, il le réalise entre janvier et avril. Ouais. Alors, janvier et avril ont été bouffés, entre guillemets, par Covid-19. Ça veut dire qu'il doit attendre l'année prochaine. Ouais. Alors qu'il a des loyers à payer, par exemple, pour son siège, de maintenant jusqu'à l'année prochaine. Il aura les impôts à payer, il a les salaires à payer. Donc, il y a des cas comme ça où c'est extrêmement compliqué et l'impact, c'est sur 12 mois, ce n'est pas sur 2-3 mois. Donc, quand vous êtes dans des situations comme ça, il faut vraiment vous approcher peut-être de votre banquier, des institutions de l'État, afin de pouvoir trouver le moyen peut-être de financer votre trésorerie le temps que l'année prochaine, vous ne puissiez vous refaire une santé. Alors, vous l'avez dit, il y aura pas au niveau de la caisse de sécurité, au niveau de l'OT, pas de pénalité de retard de versement, mais ce n'est que ça, c'est pas grand-chose par rapport à la situation actuelle. Est-ce que la situation de vos entreprises aujourd'hui vous permet de verser ce que vous devez en termes d'impôts normalement? Parce que quand on parle de pénalité de retard, ça ne veut pas dire que vous ne versez pas les impôts. Vous devez les verser intégralement, mais est-ce que vous êtes en situation de les verser? Non, aujourd'hui, on n'est pas en situation de les verser. Et je pense aussi que l'autorité fiscale comprendra cela, comprendra que qu'une entreprise ne vienne pas verser au moment où elle devrait verser. Mais que cette entreprise négocie par exemple un échéancier en disant si nous devrions verser 2 millions à la fin de l'année, nous n'avons pas pu travailler correctement, permettez-nous de payer 500 000 francs par an, que ces 2 millions soient répartis sur les peut-être 4 années à venir, je dis n'importe quoi, et que nous les payons 500 000 francs par an en attendant de voir venir. Donc, mais pris comme tel, c'est pas injuste pour vous quand si vous devez payer par exemple 2 millions pour cette année et que vous n'avez pas fait le chiffre qui doit vous permettre de payer les 2 millions? Bon, en fait, il faut aussi voir que les impôts sont calculés par rapport à vos résultats. Donc, assurément, pour une entreprise qui fait 100 millions de chiffre d'affaires en temps normal et qui, à cause du Covid-19, va faire 10 millions de chiffre d'affaires, automatiquement, ses impôts vont diminuer. Automatiquement, ses impôts vont diminuer. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ces pertes qui vont se creuser. Et l'idéal aurait été qu'on regarde ou que l'État regarde comment elle peut justement accompagner cette entreprise-là parce qu'elle a fait des pertes au cours de cette année à cause du Covid-19, parce qu'elle a des difficultés à payer ses salaires, etc. Donc l'État, par exemple, en collaboration avec la BCAO, qu'on puisse vraiment avoir un dispositif qui permette à cette entreprise-là d'emprunter de l'argent et de pouvoir boucher les trous en attendant que l'année prochaine, éventuellement, que ces activités puissent reprendre. Voilà. Alors, on sait aussi que l'une des principales difficultés, surtout pour les jeunes entrepreneurs, c'est l'accès au crédit, surtout avec les banques classiques. C'est très compliqué et beaucoup sont obligés de se tourner vers les microfinances. Eux, ils sont en très mauvaise posture où il y a aussi des possibilités pour ceux qui ont des crédits, des encours de crédit avec les microfinances. Non, je pense que même avec les microfinances, il faut négocier. Il faut négocier. Les institutions de microfinance aussi savent qu'on a une situation de Covid-19. Je pense que tout doit être dans le dialogue. Expliquer à l'institution et c'est compréhensible. Si par exemple, moi j'ai pris, je dis n'importe quoi, 50 millions auprès d'une institution de microfinance et que j'ai ouvert un établissement hôtelier avec, la microfinance sait bien que aujourd'hui l'hôtel ne génère rien du tout. Donc je suis persuadé que quand je vais expliquer à la microfinance que voilà, je n'ai revenu pour pouvoir honorer mes engagements, je suis persuadé que la microfinance va comprendre. Ou si je suis un producteur de jus, aujourd'hui tout le monde est en train de chercher à sécuriser les petits fonds qu'il a et les orienter vers les besoins primaires de base. Les gens vont dire ok, c'est pas le moment de boire du jus pour se faire plaisir et tout, donc mon chiffre d'affaires va baisser. Et si mon chiffre d'affaires baisse, il suffit à mon avis de l'expliquer à l'institution de microfinance et elle devrait comprendre. Je sais par exemple que le FNFI a communiqué sur son compte Twitter comme quoi les remboursements des crédits de leurs bénéficiaires sont arrêtés pour le moment. Donc l'État même en est conscient et les mécanismes de l'État le font. Donc je pense que les microfinances aussi font comprendre cela. Les mesures d'accompagnement du gouvernement vous satisfont? Je dirais que dans la mesure où le gouvernement a laissé une porte pour de la négociation au cas par cas, je dirais que c'est bien. Mais la question est de savoir quand cette négociation au cas par cas va s'engager, est-ce qu'on aura un interlocuteur ou les interlocuteurs en face pour pouvoir vraiment répondre en temps et en heure, parce que c'est aussi la vie des entreprises qui est en jeu. C'est juste cette question-là qui se pose. Maintenant, pour les jeunes entrepreneurs,
Je pense qu'il aurait peut-être été bien de faire quelque chose. Parce que si je prends un jeune qui vient de commencer, il y a 1 an, il y a 2 ans, et dont l'entreprise n'est peut-être pas encore rentable, avec cette crise-là, il perd ses revenus. Oui. Au même médian, qui a accès au programme Novici, au même titre que la commerçante, ce jeune perd son revenu. Et donc, je pense qu'il aurait été de bon ton que l'État regarde aussi du côté des jeunes entrepreneurs qui sont en train de perdre leurs revenus, comment éventuellement les accompagner en attendant que la crise là ne se résorbe. Et c'est pour moi, c'est ce qui manque un peu dans le dispositif actuel, surtout pour les jeunes entrepreneurs. Un truc genre Novici version jeune entrepreneur, par exemple. Oui, quelque chose de ce genre. Quelque chose de ce genre. Pas pour tout le monde, mais quand même qu'on regarde, quoi. Il y a des critères, qui pourront être mis en place, mais qu'on regarde parce que quand un jeune fait autre chose, c'est-à-dire qu'il est salarié à la fois et puis il fait des petites activités, ça va. Mais quand il ne s'occupe que de son entreprise et que cette entreprise est petite, elle vient juste de démarrer, c'est très difficile pour lui. C'est très difficile pour lui. D'abord, en général, c'est compliqué d'avoir la trésorerie quand c'est comme ça. Et maintenant qu'on est dans cette situation, vous ne vendez rien du tout. Franchement, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, il aurait été peut-être intéressant qu'on regarde un programme pour ces jeunes entrepreneurs aussi. De toute manière, bon, il y a beaucoup qui sont connus, il y a certains qui ne sont pas connus, mais il aurait été intéressant d'avoir un programme pour eux aussi. J'ai posé la question une fois à une de mes invités sur un sujet pareil. Est-ce qu'on a un répertoire de jeunes entrepreneurs au Togo? Bon, je dirais oui. Mais c'est comme les taxis-motos en fait. Vous avez des jeunes entrepreneurs qui sont répertoriés parce qu'il y a des dispositifs de l'État qui accompagnent des jeunes. Et donc, vous allez au FAEJ aujourd'hui, vous avez une liste de jeunes qui ont été accompagnés par le FAEJ. Vous avez une liste de jeunes qui ont postulé pour l'accompagnement mais qui n'ont pas encore été accompagnés. Vous allez au FNFI, vous avez parmi leurs bénéficiaires des personnes qui sont jeunes et femmes. Vous allez au PAEGSP, vous avez la même chose. Mais vous avez au-delà de ces dispositifs aussi des jeunes qui sont là et qui se débrouillent, qui se battent par eux-mêmes, qui ne sont pas accompagnés. Donc oui, on peut avoir un répertoire de jeunes entrepreneurs aujourd'hui, mais ce répertoire ne sera pas complet. Donc c'est comme vous avez des taxis-motos qui sont syndiqués et puis vous en avez plusieurs qui ne sont pas syndiqués du tout. Voilà. Alors, malgré toute cette situation, on appelle également à beaucoup plus de solidarité. Est-ce qu'il est possible pour vous, jeunes entrepreneurs, aujourd'hui, de faire de la solidarité dans ce contexte-ci? Je pense que c'est compliqué pour les jeunes entrepreneurs de faire de la solidarité dans ce contexte-là, de manière générale. Mais de manière particulière, au cas par cas, il y a des jeunes entrepreneurs qui peuvent se permettre de faire de la solidarité, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas se le permettre parce que eux-mêmes, ils souffrent de cette crise-là. Donc, voilà. Quel type de solidarité ceux qui peuvent se le permettre pourront faire? Bon, si par exemple, votre activité est florissante par les temps qui courent, vous pouvez par exemple faire de petits kits de vivres. L'important, c'est le geste, ce n'est pas forcément la quantité. Vous pouvez faire de petits kits de vivres, même si un kit vaut 2000 francs, composé de, moi je sais pas, 1 kilo ou 500 grammes de riz, une tomate par-ci, un demi-litre d'huile, et puis distribuer à vos voisins. C'est un geste possible. Vous pouvez par exemple faire produire des masques ou acheter des masques et en distribuer à vos voisins. Donc, c'est des gestes de solidarité possibles pour les jeunes entrepreneurs. Voilà. Au-delà de tout, je crois que une devise qui est très chère à ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est que derrière chaque difficulté, il y a une opportunité. Quelle leçon on peut tirer en tant que jeune entrepreneur, en tant qu'entrepreneur en général, d'une situation comme celle-ci? Alors, quelle leçon? Premièrement, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Aujourd'hui, on a certains secteurs d'activité qui marchent encore bien, tout ce qui est alimentaire, et on a d'autres secteurs qui ne marchent pas du tout. Donc, idéalement, il faut, dans la mesure du possible, être à la fois dans un secteur qui, quelle que soit la situation, va marcher. C'est le secteur de l'alimentaire. Même quand on est en guerre,
en général, les gens vont toujours chercher à manger. Ah, voilà. Donc, peut-être être un peu dans le secteur de l'alimentaire et puis un peu dans un autre secteur qui vous plaît, mais qui n'est pas forcément celui de l'alimentaire. L'autre conseil que je donnerais, c'est que nous devons savoir pivoter, nous devons savoir nous retourner en situation de crise. Aujourd'hui, il y a certaines activités qui ne marchent plus du tout, mais je dirais qu'il y a une économie, ou il y a une petite économie qui s'est développée autour de la question du Covid-19. Au départ, c'était les gels hydroalcooliques, ensuite les solutions hydroalcooliques, ensuite il y avait les masques, et il y a les dispositifs de lave-mains. Donc ça, c'est une économie qui s'est développée autour de cette crise-là. Et il aurait été intéressant pour les jeunes entrepreneurs dont les entreprises ont été à l'arrêt ou sont à l'arrêt, de se reconvertir, soit temporairement, vers cette nouvelle économie qui se crée, afin de pouvoir rebondir et de ne pas forcément attendre de l'État. Et dernière chose, c'est vraiment se projeter dans l'avenir et commencer déjà à voir après Corona. Qu'est-ce qui va se passer après Corona? Comment est-ce qu'en tant que jeune entrepreneur, je me projette dans cet avenir-là et je commence à chercher ma part de gâteau pour ne pas être spectateur, encore une fois, d'une crise, d'une après-crise, etc. Voilà. Alors, soyons un peu plus macro. À l'échelle mondiale, on sait que les conséquences, elles vont être énormes, pas que sanitaires, mais surtout économiques. Et ça, c'est surtout l'après. Est-ce qu'aujourd'hui, on est préparé à cet après-là, de ce qui va arriver? On annonce une récession de 25% même pour les pays d'Afrique subsaharienne. On est préparé à vivre ça? Bon, je pense qu'on n'était pas préparé à vivre ça, mais je pense aussi que dans l'urgence, du moins pour ma part et pour ce que je vois par rapport à mon domaine, dans l'urgence, l'État est en train de prendre un certain nombre de dispositions pour que demain, par exemple, il n'y ait pas famine au Togo, pour que demain, il n'y ait pas manque de maïs, il n'y ait pas manque de riz. Donc, je sais, par exemple, je suis impliqué dans deux grands projets que le ministère de l'Agriculture est en train de préparer afin de pouvoir relancer la consommation et de pouvoir permettre aux Togolais de consommer des produits locaux, parce que l'une des conséquences possibles sera la baisse des importations éventuellement. Donc, je pense que nos dirigeants sont quand même en train de se projeter dans cet après-corona-là, même pendant et après, je dirais. Pendant et après, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut s'assurer que demain, même s'il y a crise, même s'il y a récession, qu'on puisse toujours s'en sortir. Et je pense que c'est ce que nous, jeunes entrepreneurs aussi, devons forcément faire. Quand on est jeune entrepreneur, est-ce qu'on a la capacité de recommencer à zéro? Je dirais... Oui, on a la capacité, ou on devrait avoir la capacité de recommencer à zéro. En tout cas, tout est une question, à mon sens, de confiance. Et quand je dis confiance, je ne parle pas forcément de confiance en soi, mais je parle de confiance de l'environnement en vous. Si aujourd'hui, mon entreprise meurt parce qu'il y a eu coronavirus, je pense que il faut se poser deux questions. Est-ce que le secteur dans lequel je suis est malgré tout porteur, mais c'est la crise qui a fait mourir mon entreprise? Si oui, le secteur dans lequel je suis est malgré tout porteur et que c'est la crise qui a fait mourir mon entreprise, je suis persuadé que je peux recommencer. Je peux recommencer en essayant juste de convaincre les personnes qui m'ont accompagné au départ. Mais c'est vrai aussi que la situation des jeunes est compliquée et que trouver des moyens pour démarrer une initiative n'est pas du tout facile. Donc, c'est compliqué, mais le chef de l'État l'a dit, on doit laisser personne sur le bord de la route. Donc, il faudra être tenace, il faudra être derrière eux. Derrière eux, je dis derrière les gouvernants, parce que le chef de l'État a fait une promesse. Et si mon entreprise meurt à cause du Covid-19, je dois être tenace, m'assurer que je frappe à toutes les portes possibles et démontrer que c'est le Covid-19 qui a fait que mon entreprise est morte et que je veux recommencer. Et si je tiens dur, je suis persuadé que je finirai par trouver le moyen de recommencer. Il existe des
des accompagnateurs psychologiques pour ces moments, pour les entrepreneurs, par exemple? Bon, je n'ai pas entendu parler d'accompagnateurs psychologiques pour les entrepreneurs, mais je pense qu'il y a une organisation de la société civile qui a mis en place une cellule comme ça d'accompagnement. Je ne sais pas si c'est le Synfot, mais je sais qu'il y a une organisation de la société civile qui a mis en place une cellule avec des numéros qu'on peut appeler parce que certains ont peur, certains... je ne sais pas comment je vais le dire, quoi. C'est devenu une phobie et cette phobie-là même peut me tuer. Donc je sais qu'il y a une cellule comme ça qui est en place, mais malheureusement je n'ai pas les numéros avec moi pour les communiquer. L'espoir est permis? Je pense que l'espoir est toujours permis. Donc il faut qu'on travaille dur, il faut qu'on s'accroche et puis je pense que ça va aller. Tanko Timati, ça marche en cette période-ci? Tanko Timati, oui, je dirais qu'aujourd'hui, les gens achètent Tanko Timati purée comme concentré, tous pour deux raisons, je pense. Première raison, c'est qu'en temps normal, nous abordons la période de pénurie de tomates. Donc, au cours de laquelle la tomate coûte excessivement cher. Donc, c'est normal que les gens achètent. Et deuxième raison, c'est que, comme je le disais, on arrive à une période où on va avoir pénurie même de produits importés. Et donc, les tomates concentrées importées commencent à manquer sur le marché. Donc, les gens vont se retourner vers les produits alternatifs qui sont ce genre de tomates-là. Et une troisième raison, c'est que les prix même sont en train d'augmenter sur le marché. C'est-à-dire que, laissons tomber la question de on est en pénurie de tomates, c'est que les prix augmentent plus vite que la normale. Donc tout ça fait que les gens se retournent quand même vers nos produits pour les acheter. Ismaël Tanko, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci à vous. Chef d'entreprise et donc vous dirigez donc la structure Tanko Timati. On va marquer maintenant la pause et puis juste après, c'est Regards croisés.